Allez, pratiquement une demi-heure de débrief ensemble avec mes débriefeurs. Aujourd'hui, Angélique Gérard est autour de la table. Bonjour Angélique. Bonjour Delphine. Présidente fondatrice de l'organisme de formation, la STEM Academy. Et puis vous êtes aussi une spécialiste du domaine des télécoms. Alain Staron est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Président d'Artifil, start-upper disrupteur bien sûr, et de retour de Las Vegas. Ça s'est bien passé ce CES? Très très bien. Bon, très bien. Et Pierre Bonis est avec nous également, directeur général de l'AFNIC. Bonjour Pierre. Bonjour Delphine. Spécialiste des questions de coopération internationale et puis intervenant au sein de plusieurs organisations de gouvernance mondiale de l'Internet comme l'ICANN que tout le monde connaît. Alors on va confronter nos points de vue aujourd'hui sur cette interdiction maintenant des sites pour adultes de donner un accès à des mineurs. Une interdiction qui sera sans doute peut-être plus effective, c'est ce qu'on verra, puisque désormais ils auront l'obligation de pratiquer un contrôle de l'âge avec une vérification qui doit engager notamment une technique de double anonymat. On va en débattre évidemment, on va aussi peut-être réagir à d'autres actus que vous êtes venus rapporter chacun, mais je souhaitais qu'on commence avec cette interview que je vous ai préparée avec Grégory Fabre qui est connecté avec nous, qui fait partie de ce comité de pilotage, de ce collectif d'Hello Kittix. Hello Kittix, donc c'est un mouvement qui appelle les citoyens, les Français, à quitter le réseau social le 20 janvier, soit le jour de l'investiture de Donald Trump. Et d'ailleurs, vous nous dites, il faut qu'on le quitte tous ensemble le 20 janvier, pas avant, pas après. Oui, bon, c'est effectivement une date symbolique, puisque c'est le jour de l'investiture de Trump et qu'on pense que Trump a été élu en grande partie grâce à Musk et aux manipulations qu'il a réalisées sur Twitter. Donc c'est une date symbolique. Nous, on a un collectif de gens qui essayons d'inciter des gens à quitter Twitter depuis à peu près 2 mois maintenant. On s'est réunis. Il y a un chercheur du CNRS, un journaliste, il y a les activistes des libertés numériques, moi-même qui suis informaticien, bon voilà, un avocat, Ria Halimi. Et il faut dire que, alors on a fait un site internet, on essaie d'alerter les gens sur ce que fait Musk, et puis surtout on a fait une appli en fait qui est un logiciel qui permet de transporter son graphe social, c'est-à-dire quand on est connecté à Twitter. On se connecte à cette application et elle permet de migrer tous ses amis, tous les gens qui vous suivent et tous les gens qu'on suit dans un autre réseau social, par exemple Mastodon ou Blue Sky. Alors c'est ça Voilà. qui est sympa, c'est que c'est pas juste un appel à quitter la plateforme X, et vous donnez aussi un mode d'emploi, des outils d'aide pour pas perdre sa communauté. Donc ça c'est très intéressant. Je voulais, parce que vous avez commencé à parler justement des membres d'Hello Kittix, donc on a 2 avocats qui sont engagés clairement dans la défense des droits humains, 3 journalistes, le mathématicien David Chavalarias qui a développé un outil d'observation des manipulations des opinions sur les réseaux sociaux, vous-même expert tech, une militante écologiste et 2 membres de la Quadrature du Net. Voilà pour ce que j'ai noté, vous me corrigez si j'ai oublié quelque chose. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à Parfait. fait ça. Et vous dites que vous êtes un mouvement transpartisan, mais je me disais, bon... Vraiment, parce que quand on invite à quitter X le jour du 20 janvier, c'est une décision politique quand même. Oui, bien sûr, tout est politique. Mais on pense que X est une plateforme incompatible avec les démocraties fonctionnelles. Une démocratie, elle doit permettre aux citoyens et citoyennes de décider par eux-mêmes, alors que X manipule leur perception, en fait. Il blanchit la désinformation avec les community notes et favorise le cyberharcèlement. Donc en fait, évidemment, nous sommes politiques, mais nous sommes politiques dans le sens où nous souhaitons que des réseaux sociaux puissent faire fonctionner correctement la démocratie sans la biaiser. Alors, la secrétaire d'État au numérique, Clara Chapa, ça vous a pas échappé, a dit qu'elle pensait que c'était pas à nous, utilisateurs, finalement, de quitter cette plateforme, que c'était aux réseaux sociaux de respecter les règles européennes, de se mettre en conformité et de prouver justement qu'il n'y a pas de problème démocratique aujourd'hui sur ces plateformes. Vous ne partagez pas cette opinion ? Je suis tout à fait d'accord avec elle dans le sens où ce serait bien que ce soit régulé et que en fait ces réseaux sociaux respectent tout simplement la loi, ce qu'ils ne font pas du tout, puisque depuis que Musk est arrivé, il a carrément arrêté par exemple la modération. Donc les contenus qui sont interdits en France, par exemple si vous voulez
poster un symbole nazi. Avant, vous ne pouviez pas, hein, vous étiez modéré, mais maintenant, vous pouvez. Donc ça n'est pas conforme à la loi. Alors évidemment, ce serait C'est formidable. un changement des règles de modération plutôt qu'une... Totalement. Il a Oui. arrêté toute forme de modération. C'est une autre modération, parce qu'il faut aussi répondre à ceux qui reprochaient au réseau social justement de favoriser le wokisme, de pousser les idées des démocrates, voire même avec les Twitter Files qui sont sortis par Elon Musk, d'avoir une forme de censure finalement et de bien-pensance qu'il était temps d'arrêter. Donc il faut aussi répondre à ça. Oui, mais ça, je pense que la réalité, c'est que nous, notre mouvement, on n'est pas politique dans le sens où on ne pense pas qu'il faut pousser tel ou tel type de contenu. Il faut juste laisser les gens discuter proprement ensemble sans favoriser l'un ou l'autre. Alors évidemment, Musk n'est pas d'accord avec ce qu'il appelle les woke, mais moi je pense que toutes les opinions peuvent s'exprimer et dans la réalité, ce serait beaucoup mieux qu'en fait, les réseaux sociaux laissent parler tout le monde ensemble. Et c'est ce que font. C'est ce que faisait Twitter au début. C'était pour ça que c'était génial, qu'on y était tous en fait. Mais ça s'est totalement arrêté. Et maintenant, il y a d'autres réseaux qui permettent cela. Et je pense qu'il faut y aller ensemble. Alors pour finir de répondre à votre question sur ce que disait la secrétaire d'État au numérique, oui, il faudrait que ce soit proprement, que la loi s'applique en Europe. Donc, dans l'état actuel, ça voudrait dire certainement une interdiction de Twitter. Mais en attendant que ça se passe, c'est pas mal en fait de partir de ce truc-là parce que maintenant, on n'y est plus, on ne peut plus y discuter tranquillement alors qu'il y a des réseaux qui le permettent. Les gens qui partent, moi ça a été mon cas depuis 2 ans, se retrouvent en fait dans d'autres réseaux sociaux une pratique très naturelle de la discussion politique, de la discussion technique, de plein de choses, où en fait ça n'est pas biaisé. Donc on pense que c'est... Je vous propose... En attendant que la loi fasse, que l'Europe fasse son boulot et que la loi l'interdise, la seule manière, c'est évidemment de partir ensemble. Je vous propose qu'on fasse un tour de table, parce que je ne sais pas si ce sera une interdiction de X, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Vous pensez qu'il faut déserter le terrain, que c'est un marqueur politique aussi de dire je quitte X le 20 janvier, ou vous dites non, il faut rester parce que on a encore des choses à dire, on veut rester en observateur. Quelle est votre position, Alain ? Le 20 janvier, ça m'est égal. Enfin, c'est pas un sujet. Clairement, on ne veut pas faire de politique, on ne va pas faire ça le jour de l'investiture. En revanche, moi, je ne communique plus du tout sur X parce que c'est extrêmement désagréable, parce qu'il n'y a plus d'échange d'idées, il y a de l'insulte en permanence, donc je ne communique plus du tout. Fermer, ça revient à quitter, ça revient à fermer son compte. Oui, pourquoi pas, il faut juste décider de le faire. Effectivement, c'est pas idiot d'utiliser une appli qui permet de basculer ailleurs. Mais oui, et pour revenir au départ, oui, X est un vrai danger pour la démocratie. Angélique ? Alors moi, je trouve que le mouvement Hello Kitty, en fait, illustre une crise de confiance envers les réseaux sociaux dominants. Je trouve que ça nous questionne aussi, ça nous pousse en fait à repenser notre interaction avec ces réseaux, la responsabilité des plateformes dans le débat démocratique. Il y a quand même des questions fondamentales sur justement la place des réseaux sociaux dans le débat public, l'équilibre en même temps entre la régulation et la liberté d'expression, qui est quand même, je crois que c'est ça qui est au centre des discussions aujourd'hui. Est-ce que moi, je vais quitter X ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même si j'adore et je pense que globalement le mouvement que je vais suivre peut aussi permettre de rentrer dans une nouvelle ère, l'ère de la contestation numérique, qui imposerait justement à certaines plateformes de repenser leur modèle économique et justement leur place dans le débat. En tous les cas, moi je pense qu'il faut réguler. Je pense qu'il vaut mieux réformer que fuir. Je pense que les actions collectives sont importantes, mais il faut aussi des actions individuelles. Il faut sensibiliser les utilisateurs. Est-ce que c'est positif ? Moi, je reste sur X parce que j'ai pas envie d'aller dans un réseau où tout le monde me ressemble et pense la même chose que moi. Je trouve que dans les désaccords, il y a une richesse. C'est important de débattre. Et donc, je resterai sur X pour ça. Peut-être en observation aujourd'hui, puisque je ne poste plus beaucoup. Moins active, en tout cas. Absolument. Pierre, en tant qu'expert d'Internet, vous avez travaillé sur ces sujets de la fracture numérique. Quitter un réseau social aussi puissant que celui-ci, ça vous semble une bonne idée ? Alors, je pense que c'est important de se dire que c'est possible. Déjà, la première chose, c'est de se dire qu'il faut s'assurer que quand on a envie de quitter un réseau social, on puisse le faire sans que ça
impacte le chiffre d'affaires si on est une boîte, impacte la capacité à trouver un boulot si on en cherche un parce qu'on est plus visible, etc. Donc le sujet essentiel pour moi, il est là. C'est-à-dire que un réseau social, c'est pas le monde, c'est un réseau social. Tu disais, moi j'ai envie de rester dans un endroit où les gens peuvent ne pas être d'accord. Mais moi j'ai envie qu'il y ait des endroits où j'aille en me disant que je sais à peu près quel type d'interaction que je vais avoir, mais je peux aussi décider d'aller à côté pour avoir un autre type d'interaction. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le départ de X est quasiment inéluctable pour une raison très forte, c'est que X n'est plus une plateforme. C'est-à-dire X, ça n'est plus un hébergeur, c'est un éditeur. On a le patron de cette entité qui commente l'actualité et qui donne son avis politique. En fait, c'est comme si vous ouvriez un magazine, à la première page, vous avez l'édito. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec lui, finalement, ça vous va d'y être. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous donnez un peu l'impression de l'être. Ouais, et donc, c'est plus une plateforme, c'est plus un endroit où des gens vont arriver et discuter. C'est un endroit qui est marqué politiquement. Mais ça, c'est intéressant parce que si vous dites que ça devient un éditeur, aujourd'hui, légalement, ce n'est pas le cas. Oui. On pourrait peut-être y réfléchir parce qu'effectivement, la place qu'a prise Elon Musk en tant qu'utilisateur premier, finalement, de sa propre plateforme pourrait faire changer peut-être la manière dont on regarde juridiquement Tout à fait. cette plateforme. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment quelque chose, je ne vais pas citer de titres, mais il y a des titres de presse que j'achète pas dans les kiosques. Voilà. Oui. Parce que je sais ce qu'ils pensent et que je ne pense pas du tout ce qu'ils pensent et que j'ai pas envie de perdre du temps à lire des choses qui vont m'énerver et me donner des palpitations. Bon. X, si quand vous l'ouvrez, vous avez l'avis de Musk sur les élections en Allemagne, vous n'avez peut-être pas envie de la voir, donc c'est comme si c'était un journal. Et le pire aujourd'hui, c'est que si vous sortez de X et que vous vous dites, mais je n'en peux plus d'avoir l'avis de Musk sur ce qui se passe en Europe, en fait, vous n'êtes pas sauvé, puisque de toute façon, c'est commenté à la télé. Donc, je veux dire, où que vous alliez, vous allez être obligé d'avoir l'avis de Musk. Ouais. C'est un énorme problème. Et c'est pas, je veux dire, fondamentalement... C'est pour ça, de mon point de vue, que le départ massif va être inéluctable, pas pour des raisons morales, mais parce que de plus en plus, des utilisateurs, et nous on le voit à la FNIC, je veux dire, les utilisateurs qui nous suivent, il y en a de moins en moins. Ouais. Donc de fait, on a de moins en moins de gens à qui parler, et donc forcément, ça va nous aider à partir, parce que les gens ne voient plus leur intérêt à rester. Il y a vraiment un sujet là-dessus. Et je pense que c'est intéressant de se dire qu'aucune plateforme, vous n'avez jamais l'obligation de rester jusqu'à la fin de vos jours sur une plateforme. Et cette évidence de dire on ne peut pas quitter tel endroit ou tel endroit, en fait, est battue en brèche par ce qu'on voit aujourd'hui, et ça, c'est important. Et aujourd'hui, il y a des alternatives. Il y a d'autres options possibles. Quel résultat vous attendez de cette opération, Grégory ? À partir de quel moment vous direz c'est un succès ce Hello Kitty X ? Écoutez, on considère déjà que ça commence à être pas mal un succès. Notre idée de départ, c'était de faire partir des comptes importants, de faire partir des grands médias, de faire partir les politiques, parce qu'il y a beaucoup de grands médias qui scrutent les avis des politiques. Donc, à partir du moment où des grands médias sont partis, on a déjà Ouest France qui a annoncé son départ, Sud-Ouest. Nous savons qu'il y en a d'autres qui réfléchissent à annoncer leur départ. Et si jamais ça se passe comme ça et ça continue comme ça, alors par ailleurs, depuis qu'on a lancé la campagne, on sent que de plus en plus de gens en parlent. Il n'y a pas que grâce à nous, mais c'est aussi du fait de l'investiture de Musk. Mais nous, on pense que ça commence déjà. Il y a une grande tribune d'Emmaüs hier dans le Monde qui annonce son départ avec 82 associations importantes. Donc pour l'instant, on pense que... Alors, quand est-ce qu'on aura gagné, quand tout le monde sera parti? Je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de gens qui parlent. Alors, juste pour répondre à ce que disaient vos intervenants, oui, Musk donne son avis politique, mais il fait plus que ça. Il manipule les algorithmes pour pousser ses idées. Donc, vous avez l'impression que, par exemple, quand vous vous abonnez à des gens, vous allez voir la liste de ce que disent ces gens-là.
Ça n'est pas du tout vrai. Vous avez une version filtrée de ce que disent ces gens-là, et on sait que, comme il a annoncé qu'il avait des ambitions politiques, il les manipule avec son but politique. Ensuite, la première chose que vous voyez... Alors, il donne accès, il y a une transparence d'ailleurs qui est exigée par la Commission européenne à l'algorithme. C'est faux en fait, hein. Donc c'est ce qu'on pense ça, mais c'est pas du tout vrai. Il a publié une version en open source sur GitLab il y a un an, Oui. et il n'y avait pas tout. Et ensuite, on sait qu'elle a été totalement modifiée. Depuis l'open source, c'est qu'il faut que vous publiez aussi les modifications de ce que vous faites, et il ne l'a pas du tout fait. Donc non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas open source. C'est bien un algorithme totalement opaque, et on ne sait pas ce qu'il fait, à part par des mesures externes. Et ce qu'on mesure avec les mesures externes, c'est que par exemple, vous avez plus 49% de contenu toxique dans le For You, c'est-à-dire, parce que bon, on parle de votre timeline, c'est-à-dire ce que vous voyez, mais au début, ce qu'il vous présente, c'est ce qu'on appelle le pour vous, et là, ce sont des comptes auxquels vous n'êtes pas abonné, en fait. Oui. Et qu'il choisit lui-même. Et en général, évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours énormément les posts d'Elon Musk pour vous. Je ne sais pas. De quoi, pardon? Moi, systématiquement, j'ai le post d'Elon Musk en premier. Oui, c'est ça. Dans le For You, voilà. Il y a même eu un moment, quand il a commencé à manipuler l'algorithme, où le truc s'est un peu emballé, et il n'y avait que des posts d'Elon Musk dans le For You de tout le monde. C'est ça. Voilà. Mais alors, j'ai une question, parce que elle va être récurrente. C'est quitter X. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il ne faut pas quitter tous les réseaux sociaux? Parce qu'après les annonces faites par Mark Zuckerberg, alors certes, pour l'instant, les modifications ne concernent que les États-Unis. Voilà, on peut s'interroger. Et puis même sur demain, les nouvelles plateformes Blue Sky risquent, elles aussi, finalement, d'être victimes de manipulation. Alors pourquoi elle serait victime de manipulation? Parce qu'elle serait rachetée, parce qu'elle serait en fait associée à un nom de domaine, c'est-à-dire bluesky.app unique, comme l'était twitter.com est devenu x.com. En fait, c'est une histoire de est-ce que vous avez en gros un seul serveur central, ou est-ce que vous avez une multiplicité de serveurs? Alors, il y a un autre réseau social qui s'appelle Mastodon. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est pas un réseau avec un centre et quelqu'un qui a acheté un nom de domaine et qui met des serveurs sur ce nom de domaine. C'est un logiciel. Et ce logiciel, en fait, est utilisé par une multitude d'instances. Il y en a aujourd'hui de l'ordre de 10 000. Donc, c'est juste des gens partout dans le monde qui font tourner, en fait, ce logiciel associés à chaque fois à leur propre nom de domaine, donc truc.com, bidule.com. Donc en fait, et elles se connectent entre elles. Donc cet aspect décentralisé fait qu'en fait, vous ne pouvez pas racheter ce truc-là, vous ne pouvez pas l'empêcher de fonctionner. Si vous rachetez une des instances, eh bien les gens pourront se connecter sur une autre sans problème. Ensuite, on parlait tout à l'heure de pouvoir partir. Ce réseau social, Mastodon, permet naturellement de migrer d'une instance à l'autre. C'est vraiment dans son essence. Donc vous pouvez partir automatiquement avec vos followers, c'est les gens qui vous suivent et les gens que vous suivez. C'est dans le logiciel, il suffit de cliquer sur un bouton. Si je résume, il faut quitter tous les réseaux sociaux, sauf Mastodon. Vous savez, le jour où Musk a racheté Twitter, tous les gens qui se sont investis depuis très longtemps sur ce réseau social ont compris le problème de la centralisation. Tout d'un coup, on s'est fait avoir. On avait investi du temps, des années pour constituer une communauté. Le jour où il a racheté, on s'est dit, mais en fait, on s'est fait avoir. Alors juste pour répondre... Et on est à l'opposé... Oui, allez-y. Rapidement. Juste parce que, oui, une intervenante disait qu'elle ne voulait pas aller dans un réseau social où tout le monde pensait la même chose qu'elle. C'est l'inverse, en fait, puisque il est prouvé mathématiquement, vous dites qu'il y avait un gars du CNRS qui s'appelle David Chavalarias, qui est un chercheur pour le sujet d'étude, donc il est éminemment compétent sur la question. Il a clairement prouvé, vous pouvez aller le voir dans ses bouquins, dans ses études, qu'à l'inverse, Musk a manipulé Twitter pour justement créer des bulles. De plus de bulles possibles, en plus du fait qu'il manipule politiquement et qu'il promeut des contenus toxiques. Donc en fait, si vous changez de réseau social, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir plus de gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui viennent intervenir avec vous, plus que sur Twitter. Et moi, je l'ai vraiment bien ressenti en migrant sur Mastodon depuis 2 ans. Pierre, je vais vous faire réagir sur cette question de la centralisation. Ces plateformes sociales, qu'on les appelle, ces réseaux sociaux, c'est pas du tout le modèle d'Internet. Sauf Mastodon. Mais effectivement, c'est très important de se dire que on sort peut-être d'une époque de naïveté où on avait tendance à confondre les plateformes et Internet. En fait, c'est pas du tout la même chose. Ouais. On peut aller sur les plateformes, mais si on veut pouvoir
exercer sa liberté d'aller et venir, de changer, d'utiliser de nouveaux produits, etc., il faut utiliser la dimension décentralisée d'Internet, ou au minimum la dimension de concurrence qu'offre Internet. C'est-à-dire, il y a eu des lois aussi qu'on dit je peux partir avec la totalité de mes données d'un réseau social, le mettre sur un autre, sur etc. l'interopérabilité des services, la migration, etc. Et à chaque fois qu'on rentre dans une logique où on dit c'est the place to be, personne ne peut ne pas y être, il faut investir des millions pour être numéro 1 sur ce réseau. En fait, maintenant, on a appris qu'il faut faire très très attention à ça parce que, comme vous le disiez, monsieur, beaucoup de gens se sont fait juste avoir. Grégory Fab, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On reprendra contact après le 20 janvier pour savoir comment ça s'est passé. N'hésitez pas, on est à votre disposition. On est toujours là pour en discuter avec vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du comité de pilotage et porte-parole de HelloKittix. L'autre sujet qui nous intéresse, c'est l'obligation de contrôler l'âge des utilisateurs avant d'autoriser l'accès aux sites pornographiques. C'est le résultat d'une nouvelle obligation légale qui est entrée en vigueur le 11 janvier. Alors ma question, c'est quelle efficacité selon vous? Et est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'il y a aussi, alors non pas des gens qui ont envie que tous les gamins se retrouvent sur les sites X, bien sûr, mais qui pensent qu'il faudrait passer davantage par de l'éducation, par les outils de contrôle parental, que par une vérification de l'âge qui pose des questions aussi de vie privée, de liberté finalement d'aller et venir sur Internet. Qui veut commencer? Angélique. Oui, moi je suis favorable. Effectivement, je trouve que c'est important. Au dispositif de contrôle de l'âge? Absolument renforcé, et qu'on ait une loi, des obligations et des amendes pour les acteurs qui ne rempliraient pas leur rôle sur le sujet. Après, c'est un sujet extrêmement complexe. C'est une loi française. La plupart des producteurs, diffuseurs de films pornographiques sont quand même majoritairement aux États-Unis, aux Pays-Bas. Donc se pose des questions d'application de cette loi transfrontalière. Donc il va falloir qu'on ait des coopérations internationales aussi. Parce que la particularité, c'est que ce texte s'applique justement aux opérateurs qui agissent en France et en dehors de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, c'est plus compliqué parce qu'il y a les lois européennes qui s'appliquent et donc il faut passer par chaque État membre. C'est plus compliqué au sein de l'Union. Oui, parce que tout le monde n'a pas une législation aussi stricte et encore, c'est pas encore peut-être très strict ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un point de départ ça va sans doute évoluer. Et puis après se pose la question technique de pouvoir. Alors il y a le double anonymat avec les tiers de confiance. Il y a notamment Opal.io qui fait ça très bien aujourd'hui, qui permet de respecter la vie privée, de pas avoir de traçabilité dans des systèmes d'information. Mais il va falloir aller un petit peu plus loin parce que les contrôles parentaux, moi c'est un sujet que je connais bien. J'ai travaillé dessus il y a 15 ans chez Free et je suis maman d'enfants de 13, 12 et 10 ans. Donc ça s'adresse un peu à eux, puisqu'en fait, en termes de stats, on parle de quoi? On parle d'un enfant sur 3 de moins de 12 ans qui a déjà eu accès à un contenu pornographique. 2 tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà un smartphone. Ils sont plus de 2 millions en France à regarder ce type de contenu. Et 44% d'entre eux, quand ils démarrent leur sexualité, la démarrent avec des images et donc des séquences qu'ils ont vues et qu'ils reproduisent au démarrage de leur intimité, de leur vie sexuelle. Donc forcément, il y a des troubles émotionnels, un peu traumatisants. Donc, c'est nécessaire d'encadrer tout ça. Mais mes enfants, le contrôle parental sur leur smartphone, ils me le hackent régulièrement. Et c'est pas des brutes en matière de techno, mais ils me font sauter le contrôle parental. Donc, ça m'amène systématiquement à repenser le truc. Et c'est la même chose, en fait, avec le double anonymat. Si on n'encadre pas mieux au niveau technique, eh bien, les VPN, les proxys, des IP qui ne sont pas sur le territoire national. Et donc, ce sera toute la difficulté d'aller les chercher parce que finalement, ce sera un mineur qui se connectera par un VPN avec une IP, machin. Ils savent très bien faire. Donc, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin pour s'assurer effectivement que ce soit suivi des faits et notamment que les web pornos, toutes ces sociétés puissent jouer leur jeu aussi parce que c'est important, c'est la jeune génération, donc il faut qu'on accélère. Le gros sujet de l'efficacité. Alain? Même constat. Okay. Je pense qu'il faut à la fois sévir et éduquer.
Mais sévir, enfin, ce dont on est en train de parler a forcément des limites. C'est une guerre permanente. Hein. C'est-à-dire que tout le monde va trouver des failles, il faudra continuer, donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Et éduquer, enfin, c'est un vrai sujet, parce qu'évidemment, plus on sévit, plus on se dit, finalement, il n'y a pas besoin d'éduquer. L'État s'en occupe, les parents n'ont plus s'en occuper. Enfin, on connaît ça dans plein de sujets. Et donc, c'est pas forcément une bonne tendance. Mais, et là, pour le coup, j'ai pas de réponse. Ouais, j'ai un enfant de 9 ans, il n'a pas de smartphone, heureusement. Mais Tu passes par l'éducation quand même un petit peu. Ah j'arrête pas, mais oui, mais je le vois le soir, toute la journée, il est avec des enfants qui se parlent autrement, ils se parlent d'autre chose. C'est très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est notamment les écoles et d'avoir des ateliers éducatifs sur le sujet. Je veux dire, on parle encore de reproduction en classe de CM2, de 6e et 5e. Il faudrait peut-être qu'on aborde les choses différemment aussi, parce qu'il y a l'éducation des parents et puis il y a aussi à l'école. Le temps qu'ils passent à l'école qui est très très grand. Sensible. Pierre ? Je pense que c'est forcément une bonne nouvelle aujourd'hui qu'il y ait des dispositifs rendant, je dirais, plus compliqué de se connecter à un site de ce type-là quand on est mineur. Maintenant, ce qui m'interroge, c'est l'insistance des pouvoirs publics, des législateurs, des régulateurs sur les solutions techniques à déployer. C'est-à-dire, pourquoi ça vous interroge ? Parce que mes deux camarades l'ont dit. Ils ont dit c'est que ça se contourne. Donc, le temps de... Quand vous mettez 3 ans à faire une loi qui dit il faut faire comme ça, et qu'à peine vous avez sorti le décret, il y a des gens qui arrivent à le contourner, alors certainement, tout le monde dira ah, oui, ça c'est la volonté politique, on a fait quelque chose, etc. Mais enfin, ça ne servira pas à grand-chose. Les sites peuvent présenter plusieurs solutions d'identification. Elles ont le choix. Il faut qu'il y en ait au moins une qui permettent le double anonymat. Ce double anonymat, c'est quand même une sécurité au regard de la CNIL. Au fond, je trouve ça très bien. Ce que je veux dire, c'est que plus globalement, ça évoque la question de l'obligation de moyens ou de l'obligation de résultats. Oui. Il y a des lois depuis longtemps, je crois que c'est depuis les années 90, qui interdisent de mettre à disposition des mineurs des contenus pornographiques, avec des sanctions fortes. J'aurais tendance à dire que je préférerais, moi, que des éditeurs de sites dont on peut prouver aujourd'hui, avant même, c'est passé, qu'ils n'ont pas mis en œuvre de système efficace pour empêcher les mineurs de se connecter, qu'on les poursuive et qu'on les condamne. De manière à ce que, puisque c'est des acteurs du numérique ou qu'ils en connaissent, etc., ils soient incités à trouver des solutions efficaces pour atteindre l'objectif. Mais quand on leur dit, si vous suivez ma recette, vous ne serez pas poursuivis. Oui, effectivement. Même si tout le monde la contourne, en fait, on se fait plaisir dans une certaine mesure. Alors oui, aujourd'hui, c'est bien. Pendant un certain temps, c'est bien. Ça va réduire la pression, ça permet de débattre. Mais ces régulations qui font des cahiers des charges techniques, en règle générale, finissent par ne pas être efficaces. Ça me rappelle la loi Hadopi quand vous parlez comme ça. Merci beaucoup, Pierre Moniz, pour vos commentaires. Merci beaucoup, Angélique Gérard également. Et à l'instar, on n'a pas eu le temps beaucoup de parler du CES, pas du tout d'ailleurs. Pas du tout. À part, ça s'est bien passé, on est ravis. On va le faire en coulisses. Dommage. Voilà. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, on se retrouve très vite.